Alors bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Pour aborder notre thématique, les perspectives du livre audio à l'heure du numérique, nous allons une nouvelle fois partir de quelques interrogations qui constituent parfois des sources d'inquiétude. Où en est-on aujourd'hui de la transition vers la dématérialisation, qui sonnerait en théorie le glas du CD et du brick and mortar, en mauvaise traduction des briques et du mortier, c'est-à-dire la distribution physique. Dans ce contexte, quel nouveau modèle économique, quelle place pour les bibliothèques, notamment en termes de médiation et de prêt de livres audio numériques, quelle relation aux GAFA, alors que leurs investissements ne cessent de croître, quel rôle enfin pour le livre audio dans une révolution en cours et à venir, celle de l'intelligence artificielle. Pour évoquer ces différents points, je vous présente nos invités. Agnès Panquio, directrice du contenu digital chez Kobo. Éric Marbeau, responsable partenariat et diffusion numérique du groupe Madrigal. Olivier Carpentier, directeur de Boucle d'Oreille. Et Jean-François Cusson, directeur général de Biblio Presto. Voilà, et nous allons commencer par, comme à l'habitude maintenant, à l'accoutumée maintenant, par un petit tour de table avec Éric Marbeau. Éric, vous êtes diplômé de l'ESSEC et du Master Édition ESCP Asfored et vous avez travaillé dans l'industrie automobile. On verra, c'est peut-être un lien intéressant à creuser en France et à l'étranger et chez Hachette Livre. Vous êtes désormais responsable des partenariats et de la diffusion numérique chez Gallimard Flammarion et membre du comité de pilotage d'Eden Livre, plateforme de distribution de livres numériques. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler, Éric, de cette fameuse transition vers la dématérialisation et les révolutions en cours dans ce domaine ? Oui. Donc, on est évidemment confronté à ces transitions et on les embrasse en tant qu'éditeur et en tant que diffuseur, puisqu'on représente aussi des éditeurs avec un catalogue audio que sont les éditions des femmes et Frémo et associés. En l'occurrence, oui, le format dématérialisé représente un levier de croissance exponentiel pour le livre audio et c'est une belle promesse pour nous tous. Ce qui est intéressant tout de même aussi de constater, c'est que le marché du livre audio sur support physique, principalement CD, baisse année après année, mais ce n'est pas une baisse colossale, abyssale. On sent bien effectivement qu'on est sur deux marchés qui évoluent chacun avec une transition dont personne ne doute. C'est qu'évidemment, il y aura de plus en plus de lecteurs qui vont embrasser le format dématérialisé pour écouter un livre. Mais on constate par exemple pour le catalogue Gallimard qu'on ne vend pas tout à fait les mêmes titres entre les réseaux physiques d'une part et les plateformes de streaming ou de téléchargement. Ce qui veut bel et bien dire qu'on a un public différent pour l'un comme pour l'autre et que les deux coexistent et on s'efforce au niveau du groupe Madrigal, et je sais que nos confrères le font aussi, à faire coexister ces deux formats et ces deux réseaux, pour ne pas dire ces deux publics. Alors, en cela, on voit évidemment une tendance différente. Il y a, comme on le sait, un indicateur GfK qui est plutôt sous-évalué sur le marché sur support physique. D'ailleurs, il y a un travail à faire pour justement mieux référencer les points de vente qui vendent du livre audio pour mieux évaluer ce marché. Et quant au livre audio dématérialisé, on connaît des progressions voilà, on est sur du x2, x3, année après année, depuis de nombreuses années, et l'entrée de nouveaux acteurs avec des offres intéressantes et des modèles commerciaux qui vont sans doute attirer d'autres formes d'audiolecteurs, certainement vont faire progresser encore ces chiffres. Ça, c'est le point voilà, sur ces marchés-là. Maintenant arrive une nouvelle révolution qui commence à pointer son nez en France. Ce sont les enceintes connectées qui effectivement sont très portées par les GAFA. Google a la sienne. Il a été le premier à le lancer en France, c'est Google Home, qui d'ailleurs est porté par la FNAC, qui mène un partenariat fort avec Google. Je viens d'apprendre que Carrefour aussi a mené un partenariat très important sur la commande vocale avec Google. Donc on sent des acteurs français se mobiliser pour effectivement jouer sur ce nouveau point d'entrée auprès d'un public. Amazon vient d'annoncer le lancement de Echo et de Alexa. Et vous avez peut-être constaté effectivement la communication qu'ils ont menée autour de ce lancement,
qui est intéressante et qui semble puissante. On sait qu'Apple, effectivement, développe aussi son offre HomePod. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, avec ces investissements des GAFA, on va avoir un intérêt croissant sur l'audio, et le livre audio, je l'espère, aura sa part sur ce médium. À côté de cela, on remarque, et nous avons de sérieux représentants en la matière, des initiatives sur les réseaux traditionnels de la médiation, que ce soit les libraires, les bibliothécaires, que ce soit la FNAC qui travaille avec Kobo. Et j'en profite pour céder la parole. Très bien. Vous me ménagez une bonne transition parce qu'effectivement, on va évoquer ces questions de partenariat, ces éléments qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Alors, Agnès Pancure, vous êtes diplômée de l'ESSEC et vous avez démarré votre parcours en tant que chef de produit export pour L'Oréal. Je trouve ça toujours intéressant de repositionner le cadre voilà, l'industrie automobile tout à l'heure, puis chef de marque chez Unilever. Et pendant 5 ans, vous avez ensuite occupé le poste de directrice marketing des éditions Flammarion, avant de devenir directrice du livre de Virginie Megastore. En 2011, vous avez rejoint la FNAC comme directrice du contenu digital, et depuis 2012, vous êtes directrice du contenu digital chez Kobo. Alors justement, Eric a un petit peu vendu la mèche. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces partenariats que vous avez noués, notamment avec Orange, et puis peut-être d'autres perspectives qui s'annoncent? Donc, pour présenter Kobo, on est une entreprise canadienne avec un actionnaire japonais, donc voilà, c'est très exotique. En revanche, en France et en Europe, ça l'est moins, c'est-à-dire que Kobo, c'est un anagramme de book, je le dis, bon voilà. Le modèle économique de Kobo, qui est donc pas en transition numérique, puisqu'on est de toute façon un libraire numérique, c'est de faire un partenariat, en l'occurrence en France avec la FNAC, c'est-à-dire, mais c'est en Hollande, c'est avec Bol, en Italie, Mondadori, Feltrinelli. Donc c'est s'allier avec un partenaire libraire pour offrir une solution de livre numérique. Donc on est dans un continuum de lecteurs, ou de lecture plutôt, mais avec chez Kobo, donc cette spécialisation en numérique qui va du CRM à la reading data, et puis surtout sur ce qu'on appelle les liseuses en fait. Et on s'est beaucoup développé sur le marché français. On est deuxième derrière Amazon, parce que la FNAC est un très bon vendeur de liseuses, parce que c'est le premier libraire français qui donc a un gros lectorat FNAC demandeur de numérique. Alors, comment on arrive de là au livre audio, sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire l'audio, c'est un prolongement en fait de la lecture. Donc Kobo s'est lancé très récemment, en fait, l'année dernière dans les pays anglo-saxons sur l'audio. Cette année en France, on s'est même lancé il y a seulement 2 mois en fait en France, et avec Orange au mois de mai. Et pourquoi Orange ? Parce qu'on n'avait pas cette base installée qu'on a pu avoir avec Fnac. Donc je m'explique. Quand on s'est lancé en livre numérique, donc on s'adresse aux lecteurs. Le livre audio, donc le livre audio dématérialisé, voilà, ça s'achète pas à la Fnac, c'est sur les applications. Et en fait, ce qui a vraiment été, je vais jargonner, un game changer, c'est pourquoi en fait ça s'ouvre au numérique, c'est parce que tout le monde a des portables, tout le monde a des applications, et du coup, le vecteur en fait de l'écoute, ça va pas être sur la liseuse, ça va forcément être sur votre mobile. Donc, et le meilleur vendeur, le meilleur accès, en fait, c'est Orange pour nous en France, parce que c'est eux ils ont 15 millions d'abonnés. Donc, on est allé voir en fait les éditeurs de la place de Paris en leur disant voilà, Fnac a cette opportunité d'un partenariat avec Orange, ça nous permet d'avoir un formidable porte-voix. Et en quelque sorte de faire essayer le livre audio au lecteur. Voilà. Oui. Voilà pourquoi Kobo, Fnac, Orange. Voilà, c'est ça. C'est bien de retracer la généalogie de ces rapprochements. Alors tout à l'heure, on a parlé de plateforme, on a cité le terme, on a parlé de bibliothèque aussi. Alors on va faire le lien avec Olivier Carpentier, parce que vous êtes
évidemment sur ces sujets très en pointe en ce moment. Vous êtes titulaire d'une maîtrise d'histoire et d'un master en management culturel. Et parallèlement à votre travail de réalisateur sonore et de concepteur web, vous avez créé Boucle d'oreille, dont vous allez nous parler aussi, en 2008, ça fait donc 10 ans. C'était d'abord sous la forme d'un site d'information qui est devenu ensuite une plateforme de diffusion de livres audio numériques. Et vous avez récemment développé un outil BiblioStream pour le prêt de livres audio numériques en bibliothèque. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu comment tout ça s'articule et peut-être évoquer BiblioStream et les enjeux qui sont derrière? La présentation, tout bout à bout, ça fait beaucoup d'éléments. Oui. Très simplement, Boucle d'oreille, c'était juste une histoire de passionné. Moi, j'arrive vraiment avec cette histoire de passion du livre audio. Et c'est devenu une entreprise en 2012. On a lancé en 2013 un service de téléchargement qui est la transposition sur le web de ce qu'est dans le livre le libraire indépendant. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir ce même rôle de libraire, mais dans l'univers du dématérialisé et uniquement sur le livre audio en langue française. Donc là, le service existe depuis près de 5 ans. On a des clients extrêmement fidèles qui viennent télécharger les livres audio en se servant des outils qu'on a pu créer pour eux, à savoir un degré de simplicité important dans le parcours d'accès au livre audio. La simplicité, ça passe par l'accessibilité. Et on a pu investir assez lourdement à notre échelle dans l'accessibilité qui permet à Boucle d'oreille en fait, d'être le site le plus simple pour aller chercher les livres audio. On a également une application qui tourne notamment sur iOS et qui permet en 3 clics d'accéder au livre. Donc un livre pour acheter un livre, pour déclencher l'achat. Un deuxième livre pour faire descendre les fichiers audio dans la mémoire du téléphone. Et un 3e clic pour lancer la lecture. Donc, voilà, cette obsession de simplicité, d'accessibilité et également de respect de certaines attentes des internautes, le fait qu'il n'y ait pas de DRM sur les fichiers, le fait qu'on ne dégrade pas la qualité audio et le fait qu'on qualifie de la meilleure façon possible les ressources, métadonnées, classements, etc. Eh bien, tout naturellement, ça nous a rapprochés des acteurs du monde professionnel qui ont manifesté beaucoup d'attentes vis-à-vis de Boucle d'oreille et qui nous ont demandé en fait d'imaginer une solution pour les enseignants, pour les bibliothécaires. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille, malgré nos petites ressources, à trouver une solution pour amener dans un même service numérique les livres audio avec les impératifs des éditeurs et des interfaces accessibles avec les impératifs des médiateurs. Voilà, et donc BiblioStream, tout simplement, c'est un service qui est en train de voir le jour. Pour l'instant, il existe techniquement et il est en train de se mettre en place commercialement, j'espère, le plus vite possible. Ce service, en fait, permet aux éditeurs de qualifier eux-mêmes l'offre qu'ils souhaitent mettre à disposition sur les réseaux des bibliothèques. Ils choisissent certains paramètres d'offres, donc bien sûr le prix, la durée d'un prêt, la simultanéité, le nombre de personnes qui peuvent écouter en même temps un livre audio, et également la durée pendant laquelle le médiateur, le bibliothécaire, pourra prêter. Voilà. Et de l'autre côté, finalement, du côté du bibliothécaire, on va fournir les outils d'écoute et les outils de médiation. Donc l'écoute, c'est un player web qui va fonctionner avec le streaming. Donc on n'est pas en concurrence vraiment avec le téléchargement, c'est un autre tuyau. Ensuite, application mobile. Comme vous l'avez dit fort justement, le game changer, c'est ça. On a tous un lecteur de livre audio dans la poche. Et les usagers des bibliothèques, médiathèques, autant que les autres. Voilà. Donc pour eux, c'est très important qu'on puisse accéder à ces prêts en streaming via des interfaces qu'on peut habiller aux couleurs d'une médiathèque, d'une bibliothèque ou d'une école. Voilà. Et la médiation, enfin, c'est donner accès à des outils de métadonnées, de conseils, de prescriptions, etc., pour que dans sa propre communication, le bibliothécaire puisse relayer, rendre visibles les livres audio. D'accord. Alors, ça permet, c'est très pratique avec BiblioStream et BiblioPresto de faire le lien, puisqu'on voit que c'est assez simple, même si un océan nous sépare.
Et on va continuer avec, et lui demander d'ailleurs ce qu'il en pense à Jean-François Cusson. Vous êtes diplômé d'un master bibliothèque et sciences de l'information à l'Université de Montréal, puis de l'École nationale de l'administration publique de l'Université du Québec. Vous êtes bibliothécaire et dès 2011 directeur général de Bibliopresto, responsable du développement de la plateforme de prêt de livres numériques pour les bibliothèques publiques québécoises. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de Bibliopresto, nous présenter Bibliopresto et plus largement votre expérience en provenance du Québec? Oui, bien sûr. Je voudrais d'abord profiter de l'occasion pour remercier les organisateurs de l'événement, Cécile en particulier, de m'avoir invité. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est très enrichissant. Parce que vous venez, il faut le dire, spécialement pour cet événement. Oui, oui, tout à fait. Voilà, je viens de Montréal. Voilà, merci. Bibliopresto, qu'est-ce que c'est? C'est une structure particulière. C'est ce qu'on appelle au Québec un organisme à but non lucratif. Ça s'apparente un peu ici à ce que vous avez comme structure d'association. C'est un organisme qui a été mis en place par les bibliothèques pour servir les bibliothèques. Par exemple, notre conseil d'administration est composé de directeurs de bibliothèques de différentes tailles, de différents milieux pour assurer une forme de responsabilité. On est en charge de différents projets dans le numérique. Donc, notre mission, c'est toujours d'épauler les bibliothèques. On les aide, elles, à réaliser leur mission. On ne s'adresse jamais directement au public des bibliothèques. On se borne à leur fournir les outils pour réaliser leur travail. Notre projet principal qu'on mène depuis 2012, c'est la plateforme de prêt de livres numériques dans les bibliothèques québécoises qu'on a intitulée avec aucune forme d'imagination prêtnumérique.ca. Et donc, cette plateforme-là, maintenant, équipe en fait pratiquement toutes les bibliothèques publiques au Québec. On a 142 organisations qui utilisent cette plateforme-là. Ça comprend toutes les bibliothèques, autant très grandes que très petites, du Québec, du Nouveau-Brunswick. On a commencé à desservir des bibliothèques collégiales au Québec. On travaille de plus en plus pour mener des projets du côté universitaire ainsi que du côté scolaire. Donc, on est quand même assez bien implanté au Québec. La plateforme va très, très bien. Depuis 6 ans, on a réalisé maintenant, on est à un peu plus que 6,5 millions d'emprunts pour environ, je pense que c'est les derniers chiffres que j'ai regardés, c'est environ 450 000 utilisateurs. Pour vous donner une idée, ça représente pratiquement 15 % des abonnés des bibliothèques publiques au Québec. Donc, c'est dans les très bons taux de conversion, entre guillemets, qu'on voit dans les bibliothèques numériques dans le monde. On s'intéresse aux livres audio depuis un certain temps déjà, étant donné qu'on est en Amérique du Nord, on est vraiment un petit village gaulois, si on veut, dans un océan anglo-saxon. Donc, vous le savez, on en a parlé ce matin, le livre audio s'est développé beaucoup plus rapidement dans le monde américain, entre autres. Et il y a dans le monde anglo-saxon un acteur très important dans le monde des bibliothèques, je dirais même presque quasi hégémonique, qui s'appelle Overdrive. Et Overdrive, depuis quand même un certain nombre d'années, offre aux bibliothèques des livres audio, donc la possibilité pour les usagers de les emprunter, de les écouter, de les télécharger, etc. Donc, il y avait une certaine forme de pression qui s'exerçait sur nous pour pouvoir offrir ce service-là à nos usagers. Cela dit, jusqu'à assez récemment, d'une part, on n'avait pas la capacité technique de le faire, et d'autre part, le contenu n'existait peu ou pas en format dématérialisé. Donc, il a fallu qu'il y ait une certaine forme, que tout ça arrive à terme un peu en même temps pour qu'on puisse avancer. Ce qu'on a pu faire assez récemment, donc à même la plateforme de prêt numérique, on a développé la capacité technique d'être en mesure de streamer des livres numériques. Donc, tout ça est développé, tout ça fonctionne et depuis le 1er mai dernier, on a ouvert donc à la fois la vente et le prêt numérique de livres pour les bibliothèques, donc pour l'ensemble des bibliothèques de notre réseau. Ça va bien, c'est encore très récent, donc 1 mois et demi à peine. Et depuis 1 mois et demi, en fait, les bibliothèques ont déjà acheté, je pense à peu près 700 unités de ces livres numériques-là. Et on a peut-être enregistré autour de livres audio, pardon. Oui, de livres audio. Et on a enregistré à peu près 1200 prêts depuis ce temps, sans aucune forme de promotion ou de visibilité, ou etc. On n'a pas voulu en faire tout de suite, étant donné pour l'instant la minceur des catalogues auxquels on avait accès. Donc, pour le moment, on a eu, par exemple, la chance de travailler avec les gens chez Gallimard qui nous ont ouvert leur catalogue. Et on a quelques titres québécois. Cela dit, la production de livres audio au Québec est encore tout à fait embryonnaire.
Il n'y a pratiquement pas grand-chose qui se produit sur le marché pour tout un paquet de raisons, mais on espère beaucoup que les éditeurs vont pouvoir enclencher la machine et se mettre en produire parce qu'on sent qu'il y a une demande qui est très forte en bibliothèque. Les bibliothèques veulent en acheter, les usagers veulent les écouter. Donc, on pense qu'il y a un très, très fort potentiel de développement. Si on regarde, par exemple, ce qui se fait dans les bibliothèques anglophones, dans les 4 dernières années, en fait, le livre audio a une progression plus forte que le livre numérique. Donc, par exemple, dans la dernière année, Overdrive a rapporté que le livre numérique est en progression, je pense, de 25 à 30 %. C'est quand même énorme et à chaque année, ça augmente énormément. Donc, on veut embarquer dans le train, on est prêt et maintenant, on attend les catalogues. Voilà, l'appel est lancé. Oui, alors je voudrais peut-être revenir sur un des premiers points évoqués en préambule, en introduction, c'est, on revient souvent à ça, mais évidemment c'est décisif pour un marché qui entre dans une phase plus mature, c'est cette question du modèle économique qu'on a commencé un peu à aborder. Mais évidemment, la question aussi qui se pose, qui est la question, dans ce nouveau modèle économique, de la répartition du prix entre l'éditeur, l'auteur, la plateforme, enfin, comment tout ça peut s'agencer. Et peut-être Eric veut nous dire quelques mots sur le sujet. En cela, je dirais que toute la chaîne profite quand même d'un intérêt plus grand de nombreux acteurs. Et bon, je suis ravi effectivement d'écouter ce que pouvaient dire Jean-François et Olivier. C'est-à-dire que les bibliothèques ont été motrices pour faire connaître le livre audio, du moins en France. Je ne sais pas ce qu'il en était pour le Québec. Et donc c'est évidemment un réseau implanté naturel pour faire connaître le livre audio dématérialisé, désormais que l'offre est disponible, et pourvu qu'un maximum d'autres éditeurs rejoignent les catalogues Gallimard pour le prêt au Québec. Je salue le travail remarquable que fait Boucle d'Oreille justement pour mettre au point une application technique qui va rendre possible justement cette offre pour qu'elle soit portée à un maximum de bibliothèques et même de libraires. Et en cela, pour terminer par répondre à la question, c'est ce qui donne l'opportunité aujourd'hui à nous, éditeurs, diffuseurs, qui sommes à la croisée des chemins, de sortir quand même d'une situation de quasi-oligopole qu'on subissait avec l'offre portée par Audible, Amazon, Apple. Apple qui transite aujourd'hui via Audible pour nourrir son catalogue de livres audio au niveau mondial. Donc quelque part, on était dans une situation où on avait un acteur qui a tout son mérite d'avoir effectivement développé le marché sur les marchés anglo-saxons au départ et entré en France avec beaucoup d'investissements, voilà, de contribuer à faire connaître le livre audio. Mais là, on est dans les temps où il faut effectivement décloisonner les réseaux et en cela, effectivement, faire profiter nos auteurs et les éditeurs d'un maximum de réseaux déjà implantés pour ce qu'il est. Le levier Kobo, Fnac, Orange, on va l'appeler comme ça, et tout un tas d'autres acteurs qui ne sont pas encore lancés et avec lesquels on discute. Et fort de cela, ça peut rééquilibrer aussi effectivement le rapport, pour répondre à la question, sur effectivement qui perçoit la majorité de la valeur sur le livre audio. Parce qu'évidemment, plus on décloisonne, plus effectivement on se libère d'un oligopole qui évidemment prend l'essentiel de la valeur aujourd'hui. Oui, Agnès, vous vouliez compléter, non? Non, en fait, donc on évoquait effectivement Kobo pour en fait arbitrer sur lancement en Europe. Il y avait aussi ce problème de pénurie de catalogue. C'est-à-dire que quand vous lancez pour convertir un public, vous dites, j'ai 3000 audios français MP3, est-ce que ça va suffire? Voilà. Donc, c'est vrai, un problème qu'on n'a pas du tout eu en e-book. Et effectivement, il y a le souci du coût de production. En fait, en e-book, c'est homothétique au livre. Bon, on ne va pas avoir cette discussion, mais quasiment ça ne coûte rien d'avoir un fichier e-book pour un éditeur. Donc quand on a lancé en 2011, on avait 100 000 livres français. Donc c'est rien par rapport à la production imprimée. Enfin, voilà. Mais bon, c'est nettement plus que 3000. Alors, 3000, on en évoquait tout à l'heure, bon voilà, il y a les best-sellers et compagnie.
Mais je pense qu'il y a une volonté de tout le monde, et on évoquait ce matin, effectivement, les maisons d'édition maintenant s'organisent, c'est-à-dire qu'il y avait cette espèce de blocage, en fait, qui était, il y a peu de gens qui écoutaient de livres audio, ça coûte cher à produire, donc chaque livre produit devait s'amortir, donc vous devez calculer, effectivement, est-ce que vous allez rentrer dans votre frais, parce qu'après tout, on est libraire ou éditeur, donc il faut que ça se vende. Et là, on espère que, en démultipliant le potentiel des consommateurs, et on voit qu'il y a vraiment une appétence partout pour le livre audio. Du coup, ça peut complètement ouvrir cette économie, puisque la production mécaniquement va s'accélérer, parce qu'on sait qu'elle va être amortie. Pour des acteurs comme nous, dont ce n'est pas le métier, on essaie aussi d'abonder à cette production. On n'a pas forcément cette vocation-là. Mais pour pouvoir être attractif pour le consommateur, il faut qu'il se dise ah ben oui, j'ai le choix, j'ai des titres, et donc on essaie de travailler notamment par exemple pour l'auto-édition. Vous savez que l'auto-édition, c'est quelque chose qui est très important en e-book. C'est le premier éditeur en fait sur le catalogue Kobo mondialement. En France, c'est le 5e. Mais du coup, on essaie typiquement de produire nos meilleurs auteurs Kobo Writing Life pour abonder au catalogue. Alors c'est une petite contribution, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Je me permets, juste de prendre le point de vue de l'éditeur. C'est vrai que la péréquation est en train de changer. Hein, donc, avec ce marché numérique, parce qu'on parlait au départ effectivement de transition, aujourd'hui, heureusement, on a plutôt le sentiment de vivre une superposition. C'est-à-dire qu'effectivement, voir ça se cumule. C'est-à-dire que les ventes numériques ne sont pas en train de flinguer les ventes physiques. Comme je disais, ce n'est pas tout à fait les mêmes catalogues qui se vendent. C'est déjà effectivement quelque chose d'intéressant pour les éditeurs, mais qui veut dire que la promesse du numérique n'est pas forcément non plus pour tous les segments. On pense qu'on a plutôt encore, pour prendre une allusion à l'industrie automobile, on peut encore effectivement appuyer sur le champignon et développer, il fallait que je la place, celle-là, pour effectivement développer encore le catalogue. Mais typiquement, pour ce qui est du catalogue Gallimard, la littérature contemporaine ne se vend pas si bien auprès d'un public dématérialisé, comparé aux romans de genre, comparé effectivement, on en avait déjà parlé ce matin, aux textes de bien-être, santé. Donc ça veut bien dire effectivement qu'aujourd'hui, ce public n'a pas été pleinement conquis par ce mode. On pense que ça passera effectivement justement par tous les réseaux qu'on présentait. Mais attention, c'est-à-dire que cette péréquation sera possible dès lors qu'effectivement un éditeur voit effectivement plein de réseaux se développer, chacun à sa manière pour toucher un public selon la sensibilité du public. Et je pense qu'une partie pourra être sensible à ce que propose un acteur comme Boucle d'Oreille, qui d'ailleurs peut se rapprocher des libraires qui ont leur propre public sur une offre de sélection, de qualité, sur une offre qui va effectivement travailler l'accès, et notamment l'accès au handicap des malvoyants, la plus fine possible. Et en cela, je ne connais pas de meilleur système que ce que j'ai vu chez Boucle d'Oreille, y compris dans les plateformes multinationales. Donc c'est à saluer. Quelque part, on peut se dire il mériterait effectivement de pouvoir avoir cette place auprès d'un public captif pour qui, au-delà de la lecture de l'audio, c'est même un accès vital pour effectivement les œuvres. Maintenant, il faut qu'on développe effectivement le catalogue des œuvres. Et le dernier point qui, de mon point de vue de diffuseur et éditeur, devient essentiel aujourd'hui, et même urgent, c'est de travailler collectivement à mettre en place des standards pour effectivement faciliter l'accès, pour réduire d'ailleurs le ticket d'entrée de tous ces acteurs, et notamment des plus petits et des réseaux traditionnels, pour porter le catalogue de livres audio. Parce que c'est pas si simple, les fichiers sont lourds. Quand on est effectivement sur un accès, certes on est sur du MP3, sans DRM, mais comment faire pour un prêt si effectivement il ne s'agit pas d'avoir un prêt pérenne, il s'agit bien effectivement d'avoir un prêt qui est limité dans le temps. Donc comment le gérer avec une solution streaming? Bon, il y a des solutions. Avec une solution qui permettra effectivement d'écouter en étant offline, il faut trouver aussi des solutions. Il y en a qui sont effectivement en cours d'élaboration. Mais tout cela passera effectivement par une compréhension des standards partagés pour que chacun n'aille pas dans des investissements qui effectivement, sur lesquels on aura nos limites par rapport aux GAFA.
Oui, alors Eric a mentionné plusieurs choses, notamment une question très importante qui est la médiation des bibliothèques, avec un rôle décisif pour l'implantation auprès du public. Mais j'aimerais vous faire réagir sur ce qui vient d'être dit, et puis l'hommage d'Eric à votre travail. Alors, comment vous le recevez, et surtout, voilà, comment vous percevez ces évolutions que nous évoquons. Voilà, là, il se passe quelque chose. Vous voulez que je parte? Non, Non, ça va. L'accessibilité, c'est vrai que c'est un point très important. Et pour nous, c'est un nœud également. Parce que aujourd'hui, la perception du public par rapport au livre audio, elle se clarifie. Mais il y a encore très peu de temps, il y avait une confusion dans l'esprit des gens sur qui fait quoi. Et cette confusion, elle est sur le rôle du producteur de contenu versus le distributeur. Pour vous répondre très concrètement sur ça, c'est tout simplement des gens qui nous appellent tous les jours parce qu'ils sont comédiens, ils veulent lire des livres audio chez Boucle d'Oreille. On a beau leur dire que Boucle d'Oreille ne produit pas de contenu, ils pensaient que voilà, cette enclave audio qu'ils avaient trouvée sur Internet, c'était là qu'on faisait les livres. Donc, mauvaise compréhension de qui fait quoi. Maintenant, ça va mieux. Et ensuite, mauvaise compréhension de l'offre professionnelle versus l'offre adaptée qui est dans un circuit associatif porté par des associations spécialisées et destiné exclusivement au handicap. Donc, nous, on navigue entre les deux parce qu'on a identifié qu'il y avait un public en demande de production professionnelle, mais avec ses besoins d'accompagnement sur la dyslexie, sur le déficit visuel, sur voilà, tout un nombre de problématiques. Donc voilà. Je ne sais pas si on est la plateforme la plus accessible, comme l'a dit Eric. Je pense qu'il faudra aller chercher plus loin. En tout cas, c'est là qu'on a une carte à jouer qui est aujourd'hui reconnue par certains, mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, parce qu'après, la puissance commerciale, c'est l'accès au financement. La différence entre la diffusion dans les librairies et la diffusion sur les plateformes, eh bien, c'est cette histoire de marché financiarisé. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir être légitime, il faut lever un certain nombre de fonds et atteindre des seuils critiques. C'est un autre métier que celui de la librairie. Voilà. C'est pour ce qui est de Boucle d'Oreille le plus gros défi. C'est cet accès aux finances. Alors Jean-François, j'aimerais aussi vous faire réagir à ce qui vient d'être dit par nos trois intervenants, avec votre vision du Québec et comment vous voyez, vous envisagez ces choses. Au niveau du modèle économique ou de la médiation? Oui, ce qu'on vient d'évoquer, effectivement, modèle économique, enfin, tous ces médiations également, enfin, tous ces aspects qui sont fortement liés à l'impact du numérique. Oui, ben, peut-être en débutant pour le modèle économique, pour nous, on a toujours considéré que les modèles économiques qui entourent tant le livre numérique que le livre audio sont nécessairement appelés à toujours évoluer, à se transformer et qu'on n'arrivera jamais vraiment à une espèce de modèle stable qui va être établi pour les 40 prochaines années. Puis je pense que là-dessus, on a toujours eu une bonne compréhension, notamment Eric et moi. Donc, on comprend qu'il faut regarder les usages, qu'il faut regarder les statistiques, qu'il faut parler aux gens avec le terrain et voir si les modèles sont toujours adaptés, si on doit les faire évoluer, etc. Mais jusqu'à maintenant, on a toujours eu une très, très bonne collaboration avec les éditeurs sur ces questions-là. Maintenant, sur les aspects de la médiation, on veut vraiment faire avec le livre audio la même chose qu'on a fait avec le livre numérique dans les dernières années, c'est-à-dire notamment de former des lecteurs, d'amener les gens à découvrir qu'est-ce que c'est, à leur expliquer, à leur montrer des nouvelles choses. Tout à l'heure, j'ai dit on a réalisé 6,5 millions de prêts depuis qu'on a démarré le prêt numérique. Entre-temps, les bibliothèques n'ont pas prêté moins de livres papier. En fait, le prêt se maintient ou évolue d'1 ou 2 % bon an mal an au Québec. Donc, on croit quand même qu'on en vient à créer des lecteurs, qu'on amène des gens vers les usages du numérique. On a souvent eu la situation en bibliothèque avec le livre numérique où une personne d'un certain âge arrive à la bibliothèque avec un iPad encore dans le plastique et dit au comptoir « Ma belle-sœur me dit que vous pouviez m'aider avec ça, je veux emprunter des livres numériques ». C'est quelque chose qu'on a vraiment embrassé dans les bibliothèques au Québec, qu'on fait de plus en plus une grosse action en termes de médiation sur ces aspects-là, et on veut faire un peu la même chose sur le livre numérique, sur le livre audio numérique. Là, on voit où, par exemple, le livre numérique fonctionne le plus fort, bien souvent, c'est dans les régions les plus reculées du Québec. Là où l'accès aux livres est carrément problématique, où, oui, il y a une bibliothèque dans la municipalité, mais souvent, elle est ouverte 2 avant-midi par semaine, tenue par des bénévoles. Et si vous voulez acheter un livre, il faut prendre la voiture et faire 2 heures.
de route. Donc, c'est dans ces contextes-là où souvent, par exemple, les taux de prêt par habitant du livre numérique sont les plus élevés, et on pense sans doute que ça va être la même chose avec le livre audio. Alors, j'aimerais revenir aussi sur un mot qui a été lâché, enfin qui est plus un acronyme, GAFA, ou GAFAM, mais en l'occurrence plutôt GAFA, et notamment leurs investissements dans le domaine des enceintes connectées, on l'a cité tout à l'heure. Alors, comment on peut l'interpréter et ouvrir ça à des problématiques plus larges? Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un peu ambitieux et peut-être un peu prospectif de parler d'intelligence artificielle, mais quoique, finalement, tout ça se met en place. Mais comment on doit analyser ce cap qui est pris par ces industries? Enfin, je pense qu'on peut chacun réagir à cette question. Nous, on regarde ça de près parce que bon, c'est quelque chose de beaucoup plus englobant que la petite industrie de l'édition, hein, d'un point de vue industriel. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement ce que ça peut, sans quoi ça peut effectivement changer des usages liés à la voix. Au-delà des enceintes connectées, déjà, on sait que l'intelligence artificielle va s'appuyer de plus en plus sur la voix. Les réseaux sociaux, et d'ailleurs dans les GAFA, il y a effectivement des acteurs des réseaux sociaux, là investissent énormément pour effectivement être encore plus efficaces sur leur moteur à partir de la voix. Pour ce qui est d'Amazon, on se doute effectivement, c'est un moyen effectivement de faciliter encore les accès et la monétisation de tout un tas de contenus. Quant à Google, effectivement, on se doute qu'ils apprennent encore plus sur nous. Par ce qu'on va dire à la maison. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous, éditeurs, voilà, c'est effectivement d'avoir un autre accès à de l'audio et au livre audio, et avec des gens effectivement qui s'y intéressent, Google, Amazon et Apple, qui évidemment envoient un lien direct vers leurs boutiques respectives pour vendre du livre audio. Et c'est aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est déjà fonctionnel chez les uns comme les autres. À titre personnel, moi j'y vois effectivement probablement un usage intéressant pour les familles. Moi-même, je suis père de 3 enfants. Et effectivement, on sait qu'une part des usages se font à la maison. Il ne faut pas penser que le livre audio dématérialisé ne se fait qu'en mobilité. Au contraire, on a vu par l'étude Ipsos qu'effectivement, ça s'écoute aussi beaucoup chez soi. Et là, ça peut être effectivement une autre manière effectivement, de partager un livre en famille avec ses enfants, voire même, si on y est prêt, à ce qu'ils aient leur propre enceinte à la maison connectée. Moi, je ne le ferai pas dans un premier temps. Mais voilà, on voit que c'est possible et effectivement, on a constaté qu'il y a un marché qui l'a vraiment embrassé, ce sont les États-Unis. Hein. Ils annoncent effectivement que 51 millions d'Américains sont équipés d'une enceinte connectée. Et sur ces 51 millions, semblerait-il, Amazon aurait 70% de part de marché. Donc on voit la déferlante. On n'y est pas encore en France, hein, on en est au tout début. Ouais. Mais voilà, il faut savoir que notre petite industrie s'insère effectivement dans une révolution quant aux usages. Révolution possible, hein, ça ne veut pas dire que ça va se faire. Et c'est maintenant. Donc face à cela, que faire ? C'est effectivement tâcher d'en profiter pour effectivement faire lire plus via l'audio. Mais c'est aussi, et je le rappelle encore, cette urgence effectivement de structurer d'autres réseaux par ailleurs et effectivement qu'on mène une chaîne mutualisée, solidaire, pour que ça ne soit pas le seul point d'accès à nos livres audio. Parce que là, effectivement, ils vont en parler, mais je pense qu'effectivement, on peut en parler nous-mêmes par nos réseaux respectifs. Oui, peut-être d'ailleurs vu du Québec, avec quand même cette proximité nord-américaine. Oui, cette proximité. Sur les GAFAM, évidemment, on est toujours un peu à la traîne, on n'a pas leur vitesse de développement. On met de l'avant des standards d'interopérabilité, ce que souvent ils ne font pas du tout. On a régulièrement la plainte d'un usager de bibliothèque qui nous demande « Mais quand est-ce que vous allez supporter les Kindle? » Mais c'est pas ça, c'est le contraire, en fait. C'est quand eux vont accepter de jouer avec les autres amis. Donc, mais pour le citoyen, l'usager, c'est des questions qui, souvent, ils ne comprennent pas ou ils n'appréhendent pas de la même façon. On peut être souvent à la remorque. Par exemple, Apple décide de faire une mise à jour sur iOS, ils la mettent en ligne, les gens font la mise à jour et hop, l'app de lecture ne fonctionne plus et ça nous prend 2 semaines à comprendre pourquoi tout à coup Apple a décidé qu'il ne reconnaissait plus les accents dans les titres de fichiers. Et là, tout à coup, à peu près la moitié des livres en français ne sont plus ouverts par quoi que ce soit sur Apple. Donc, on est toujours un peu à la traîne là-dessus.
Par contre, il y a des choses intéressantes. Vous le savez peut-être, Montréal est quand même un endroit où il y a des grappes en intelligence artificielle très, très fortes qui se développent beaucoup ces dernières années. Donc, on commence à regarder de ce côté-là. On commence à regarder toute la question de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'algorithmique, de ces choses-là, notamment pour pouvoir faire une meilleure médiation numérique. Au Québec, on a de plus en plus de bibliothèques qui ont des collections de parfois 10, 20. Je pense que notre plus grande bibliothèque a une collection de, je pense, 75 000 titres en livres numériques. Donc, comment on fait vivre une collection de 75 000 titres en numérique, ça devient de plus en plus difficile. Et on sent malheureusement qu'on est dans une espèce de contre-longue traîne de Chris Anderson où, alors que la demande était supposée de se répartir et que les gens allaient découvrir plein de choses, on voit tout à fait le contraire en numérique. C'est-à-dire que la demande se concentre très, très fortement sur les têtes de gondole, sur les nouveautés, les best-sellers. C'est évidemment pas notre mission en bibliothèque de diffuser que du best-seller. Sinon, ce serait très, très facile. On achèterait que du Musso, du Marc Lévy, des trucs. On en achèterait 500 exemplaires et puis on aurait les meilleures stats au monde. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire vivre les collections, on veut faire vivre les fonds. Et pour ça, on a besoin de développer plus la technologie, on a besoin de faire ressortir des choses et on a besoin aussi de voir comment on est capable de croiser le livre audio, le livre numérique avec tout ce qu'il peut y avoir d'autre comme produit culturel dans la bibliothèque. De faire le lien entre un livre audio numérique et un film, de faire le lien entre le livre numérique et un documentaire en papier qui est sorti, voire même un article sur une base de données à laquelle la bibliothèque est abonnée. Donc, il faut qu'on puisse se servir de cette technologie-là pour faire de plus en plus de croisements. Là, vous soulignez un point qu'on a évoqué ce matin, qui est crucial, qui est déterminant, qui touche toutes les industries culturelles. C'est le fait que d'un côté, on a effectivement cette long tail, cette longue traîne théorisée par Chris Anderson, et de l'autre côté, ce qu'on a évoqué ce matin, c'est ce fameux effet Matthieu qu'on connaît bien chez les économistes, tiré de l'Évangile selon saint Matthieu. Donc, je l'ai dit ce matin, je le répète pour ceux qui n'étaient peut-être pas là. À ceux qui ont déjà beaucoup, il sera beaucoup donné. À ceux qui, voilà, on leur retirera même ceux qui n'avaient pas. Donc, clairement, c'est la prime à la visibilité médiatique et aux têtes de gondole que vous avez citées. J'aimerais peut-être faire réagir d'ailleurs Agnès et Olivier, alors pas sur ce dernier point uniquement, mais sur ce que vous venez de dire, et autour des GAFA notamment, qui était le point de départ de cet échange. Je pense que ce qui est effrayant, c'est la perte en fait de contrôle, c'est de dire bon, ils sont hégémoniques et donc il y a plus de, voilà. Parce qu'en soi, l'enceinte audio, enfin, à part le fait qu'effectivement il y a des collectes de données qui se fait, où on a peur en tout cas qu'elles se fassent sans consentement et ce type de régulation européenne. Après, donc voilà, Amazon, est-ce qu'ils vendent des livres comme une fin ou comme un moyen d'autre chose? Ça, c'est effrayant. Après, leur modèle économique pur, on va dire, de vente de livres audio, généralement, s'ils sont bons, c'est qu'ils sont efficaces. Donc, j'ai envie de dire ça, nous, on n'en a pas forcément peur, et je pense les éditeurs non plus, et voilà, ça fait pas forcément un monde de demain totalement effrayant. Et d'autre part, l'audio, c'est pas forcément non plus une projection totale, je veux dire, dans un monde du futur, c'est souvent aussi au contraire le principe de se raconter une histoire, au contraire de se déconnecter. Et donc, paradoxalement, je trouve qu'il y a une attente des lecteurs audio, on va dire, qui est plus justement chez soi, dans le cocooning et dans le détachement. Et vous lisez parce que vous en avez marre d'avoir la tablette toute la journée. Donc, je trouve qu'il y a ce côté un peu paradoxal dans l'audio. Mais bon, après, les GAFA, je sais pas, c'est pas... je pense qu'on ne réglera pas le débat ici. Oui. Sur Kobo, nous on se positionne comme les gentils. C'était ça la question, c'était savoir si on passait à GAFAM. Non, voilà. C'est alors, très dur à prononcer. On se positionne comme, non, nous, notre modèle économique, c'est le livre comme une fin en soi. Donc on ne vend pas du livre ou de l'audio pour vendre autre chose. Voilà. C'est en ce sens-là que je pense qu'on a un modèle plus comment dirais-je, ami, plus adaptable en fait dans le modèle. On parle de GAFA qui est notre point de départ, et puis on arrive quasiment à la déconnexion et au slow. Alors
Voilà, c'est un point qu'il faut souligner. Alors Olivier, je ne sais pas quel est votre point de vue, vous, par rapport à ce qu'on vient de dire. Je suis assez d'accord que ce n'est pas ici qu'on va régler le problème avec les GAFA. Personnellement, la petite vigilance, elle n'est pas du côté de chez Amazon, qui fait tout avec la force qui le caractérise et qui a fait beaucoup, je pense, pour faire connaître le livre audio en France. Mon inquiétude est plus du côté de Google, qui est le maître du jeu sur l'e-commerce, puisqu'on transpose la librairie dans l'e-commerce. Les métriques sont maîtrisées par Google. L'achat du trafic est maîtrisé par Google. Et après vous avoir vendu l'appel et la pioche pour essayer d'aller chercher les internautes, eh bien, il les a profilés lui-même et il peut finalement les cueillir comme un fruit mûr pour leur proposer à son tour les livres audio. Donc on paye pour que les gens viennent voir les livres audio et à la fin, c'est Google qui fait sa plus belle proposition. Voilà, je m'arrête là, c'est tout. Voilà, mais et juste pour dire qu'il y a deux façons d'envisager le livre audio. Il y a une stratégie effectivement plus Netflixtainment. Donc c'est le livre audio comme une des formes que peut prendre le divertissement. Et il y a ce rattachement quand même à la chaîne du livre, à cet univers symbolique du livre. Et nous, on essaie de maintenir ça. Très bien. Mais écoutez, merci. Ça ressemble presque à une conclusion temporaire, puisque nous avons quand même un petit peu de temps, 5 minutes, pour les questions de la salle sur ces sujets. Je suis sûr que nous allons en avoir beaucoup, étant donné la nature du sujet. Bonjour. Je rebondissais sur ce que vous disiez à la fin, donc sur la Netflixation du livre audio, et donc du coup on pense aussi aux acteurs de la musique, Spotify, Deezer, etc. Est-ce que vous pensez qu'un jour ces acteurs vont aussi prendre le pas sur le livre audio? Et est-ce que les éditeurs ont intérêt ou pas à mettre leur contenu dans ces plateformes en fait, de streaming? Qui veut répondre? Eric, peut-être? Oui, forcément. Non, bon, Deezer, aujourd'hui, le public de Deezer, voilà, c'est un public de musique principalement, dans un modèle de consommation illimitée, hein, contre un abonnement mensuel payé, voire effectivement un modèle freemium. Donc évidemment que tout contenu audio l'intéresse. Évidemment que ce sont des gens qu'on a déjà rencontrés et qui proposent d'ailleurs du livre audio d'ores et déjà en Allemagne et effectivement dans d'autres pays. Semble-t-il, ce n'est pas encore le cas en France. Ça fait part de discussions, je pense, bilatérales entre eux et les éditeurs. Disons que à la fois, on peut espérer qu'ils apportent... reprenons effectivement quand même ce qu'on sait du marché. Aujourd'hui, les auditeurs de livres audio sont avant tout des lecteurs. C'est le cas. Après, effectivement, on veut évidemment aller au-delà. Et pourquoi pas, effectivement, toucher les non-lecteurs. Et on en touche un certain nombre aussi, hein, mais on sait que c'est quand même le socle. On se doute qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui sont déjà abonnés à Deezer pour la musique aussi, donc pourquoi pas effectivement par ce biais-là. Maintenant, effectivement, se pose la question du modèle commercial et de la rémunération de la chaîne jusqu'à l'auteur dans ce modèle. Il se trouve que j'ai quelques copains musiciens. Ils ont un avis peut-être différent d'un certain nombre d'usagers de Deezer. Et que ce soit Deezer ou Spotify ou d'autres, pour le coup. Mais évidemment que le livre audio les intéresse, oui. Après, ce n'est pas tout à fait la même consommation en soi. Un livre audio qui peut durer 6 heures, 8 heures, 12 heures, on ne va pas le consommer, j'utilise ce terme vraiment à dessein, comme une piste de musique qu'on peut passer en boucle de 2 minutes, voire de 70 secondes. Donc, est-ce que c'est effectivement ce qu'attendent les gens, d'avoir effectivement un catalogue illimité de livres audio? Combien réellement vont-ils effectivement en écouter pendant le mois? C'est évidemment une des données que se posent sans doute bon nombre d'éditeurs et de diffuseurs avant de signer avec ce type d'opérateur. Si je peux rejoindre votre réponse, concernant l'illimité, Audible aux États-Unis a lancé une offre illimitée sur la romance spécifiquement. Tous les auteurs sont en train d'essayer de sortir de cette offre parce que la rémunération a disparu. Voilà. Encore une petite question. Je sais pas si. Oui, bien sûr.
Alors, en tant que bibliothécaire, je me suis tout à fait reconnue dans le fait d'accompagner les usagers à utiliser leur matériel, tout ça, pour participer à faire connaître le livre numérique et prochainement peut-être le livre audio. Je voulais savoir, au Québec, le modèle de prêt, c'est quoi? C'est un livre numérique ou un livre audio égal à un livre papier acheté en bibliothèque, ou c'est comme les systèmes de jetons qu'on trouve en France pour le livre numérique? Ça dépend des éditeurs. Ça dépend des À la éditeurs. base, quand on a lancé Prêt numérique, un des objectifs fondamentaux, c'était de pouvoir diffuser le livre numérique québécois. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est de s'asseoir avec l'ANEL, qui est l'Association nationale des éditeurs de livres au Québec. Et avec eux, on a défini une forme de modèle où, pour tout un paquet de raisons économiques, politiques, pragmatiques, on a tout simplement reproduit le modèle papier, on l'a amené dans le livre. Donc, le modèle québécois traditionnel, une bibliothèque achète un livre à l'équivalent du prix grand public, le met dans sa collection, peut le prêter à une personne à la fois, etc. Donc, c'est grosso modo, c'est le modèle. C'est le modèle avec lequel, d'abord, on a eu accès à certains éditeurs ou groupes d'éditeurs européens. Et puis, avec l'arrivée de PNB, l'évolution de certaines licences, il y a maintenant certaines licences. Par exemple, la licence de Madrigal, on a exactement la même que celle qui est présentement dans PNB, donc avec un peu de prêt simultané sur chaque licence, etc. Mais le modèle varie beaucoup. Puis, il faut comprendre aussi que les bibliothèques au Québec, il y a quand même un lectorat anglophone assez fort. Donc, on achète aussi beaucoup de livres en anglais. Et là, la licence varie littéralement par chaque éditeur. D'accord. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème, finalement, pour les bibliothécaires qui achètent. C'est la visibilité de l'offre qui est vraiment super compliquée. Et quand on parle de faire de la médiation sur... le fond, en fait, pour suivre ce qui a disparu de la collection parce que c'était arrivé en bout de droit, etc. Je veux dire, c'est super compliqué, quoi. Donc, si les éditeurs pouvaient entrer dans le jeu de nous faciliter les choses pour qu'un livre acheté soit un livre... je dirais que ça dépend. Qu'on garde et qu'on arrive à exploiter, finalement. Oui, oui. Dans notre cas, on a développé vraiment la technologie de A à Z avec notre prestataire de marque, qui est une compagnie québécoise. Et par exemple, quand la question est venue de pouvoir monitorer les usages, d'avoir des alertes, etc., toutes les fonctionnalités qui ont été développées sur la plateforme l'ont été faites sur la base de besoins énoncés par le terrain, par les bibliothécaires. Donc, on a fait les développements technologiques qui s'imposaient, ce qui fait que maintenant, une bibliothèque peut monitorer très, très finement les usages. Un livre ne disparaîtra jamais d'une collection de bibliothèque sans que la bibliothèque en soit avisée. Merci. Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-François d'avoir traversé l'Atlantique pour venir nous voir, c'est gentil. Voilà, et merci à tous.